Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Bonjour à tous et merci à Pierre-Yves Monjal, professeur de droit européen à l'université du droit de l'Europe, de l'Union européenne, je vais y arriver, à l'université François Rabelais de Tours, d'être là. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci de revenir Merci. Une fois encore. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur lequel tout le monde a une opinion, mais personne n'a de connaissance. Pour résumer à peu près, c'est le traité de Lisbonne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce traité, quand il est apparu dans notre horizon? Alors, oui, c'est vrai, tout le monde parle du traité de Lisbonne, on n'a pas forcément une connaissance très précise, mais bon, tout le monde n'est pas juriste nécessairement ou n'a pas le temps nécessaire pour se consacrer à ces questions. Alors, ce que l'on peut d'abord dire, c'est que le traité de Lisbonne, c'est actuellement le traité, c'est le droit applicable à l'Union européenne. Les règles juridiques qui régissent le fonctionnement de l'Union européenne sont contenues dans ce traité qui a été signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et qui va entrer en vigueur le 1er décembre 2009. Il a fallu que les 28 États membres le ratifient, c'est-à-dire l'acceptent solennellement. Et donc, depuis le 1er décembre 2009, l'Union européenne est régie par ce traité de Lisbonne. Alors pourquoi un nouveau traité en 2007 ? Puisque, après tout, il y en avait d'autres, Maastricht, Amsterdam, Nice... Oui, effectivement. Alors, le traité de Lisbonne s'inscrit, je dirais, dans la continuité de toute une série de grands traités européens que l'on connaît bien. Le traité de Maastricht en 92, par exemple, Amsterdam en 97, qui entrera en vigueur en 99, le traité de Nice, bien entendu. Mais les États membres ont jugé que le traité de Nice, qui était le dernier en date avant Lisbonne, contenait un certain nombre d'insuffisances, à la fois institutionnelles, juridiques, et qu'il fallait un petit peu le revigorer. Et on se souvient, mais j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, de l'épisode constitutionnel qui était censé un petit peu faire le grand ménage dans les textes européens applicables. Bon, on sait que la Constitution européenne n'est pas entrée en vigueur, et c'est le traité de Lisbonne, au fond, qui l'a bien remplacé. J'en dirai quelques mots. Donc, pourquoi un nouveau traité ? Parce qu'il fallait assouplir notamment les procédures de décision au sein des institutions européennes, renforcer un petit peu le volet démocratique de l'Union européenne, et là, il y a des éléments très importants dans le traité de Lisbonne, de manière à permettre à ces 28 États de pouvoir gérer en commun leur Europe. Alors, ce traité, quelle structure il a ? Est-ce que c'est un traité, est-ce qu'on le lit d'un bout à l'autre, d'un seul tenant, ou comment on peut l'étudier un petit peu ? Alors, comment on peut l'étudier ? Alors, c'est pas du Stendhal, donc c'est difficile. Il y a bien un début et une fin, mais bon, je ne sais pas si la dimension romanesque ou l'épisme, on va le retrouver. On n'attend pas toujours ça d'un texte de droit, je suis bien d'accord. Alors, structurellement, c'est assez simple. Il y a en réalité deux traités, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Nous avons d'abord le traité sur l'Union européenne, le TUE, qui est en fait le traité de Maastricht, de 92, mais qui a été révisé à Lisbonne en 2007. Donc ça, c'est la base politique, conceptuelle, qui fixe les objectifs de l'Union européenne, et ce TUE, ce traité sur l'Union européenne, comprend 55 articles. Et puis nous avons un second traité, que l'on appelle le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, qui lui comprend 348 articles. Mais c'est quoi le TFUE ? C'est tout simplement le traité de Rome du 25 mars 1957, qui institue à l'époque la Communauté économique européenne. Et ce traité de Rome a été modifié à Lisbonne, donc en 2007, sur deux points. À la fois son intitulé, puisqu'on ne parle plus de traité instituant la CEE, mais le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et puis surtout, second point, le traité de Rome a été considérablement modifié dans son contenu. C'est-à-dire qu'en 1957, nous devions avoir, je crois, près de 240 dispositions. Aujourd'hui, nous en avons 348. Et le traité de Lisbonne a considérablement modifié, amendé et ajouté des stipulations nouvelles dans ce traité. Donc, deux traités auxquels il faut y ajouter... Oui, voilà, il y a une troisième partie. Voilà, il y a une troisième partie qu'on oublie peut-être un peu trop. Souvent, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui comprend 54 articles, qui a la même valeur que les deux autres traités. Et donc, au fond, ces trois textes, TUE, TFUE, la charte, je passe sur les déclarations et les protocoles, qui sont d'ailleurs très importants, forment la base juridique de l'Union européenne.
Dans Trait d'Histoire, chaque samedi soir, les grands événements reprennent vie sur RCF. Éric Godaillé vous propose de revivre une année, un événement historique ou de suivre la vie mouvementée d'une célébrité à l'aide d'illustrations sonores et de chansons d'époque. Trait d'Histoire, le voyage dans le temps débute chaque samedi à 20h. RCF en Touraine, à Tours sur 100.4. Retour à Parlons d'Europe avec Pierre-Yves Monjal. Donc nous sommes en train de parler du traité de Lisbonne. On vient d'en voir son architecture. C'est un traité qui fait couler quand même pas mal d'encre. Il est souvent contesté, peut-être parce que justement les gens ne le connaissent pas bien, mais il y a quand même des raisons de contestation. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus ? Oui, vous avez raison, c'est un traité qui est contesté. Alors doublement, je crois, tout d'abord sur le terrain sans doute de sa légitimité. Et c'est un débat qui revient régulièrement, et sans doute à juste raison, parce qu'on peut s'interroger. Il faut comprendre la chronologie des événements. En 2004, l'Europe, les États de l'Union européenne souhaitent se doter d'une constitution, d'un traité établissant une constitution pour l'Europe, et on sait comment cela se termine avec le référendum négatif français et hollandais de mai et juin 2005. Et en France, c'est un référendum qui a empêché la ratification de la Constitution européenne. 2 ans plus tard, donc en 2007, le traité de Lisbonne surgit. Et quand on procède à une lecture un petit peu attentive de ce traité de Lisbonne, on s'aperçoit qu'en réalité, alors je vais vous donner un pourcentage qui n'a pas beaucoup de sens, mais peut-être qu'à 90%, on a recyclé tout simplement la Constitution européenne. Donc ce qu'on n'a pas voulu, finalement, par référendum, nous citoyens, on nous l'a en quelque sorte, c'est le discours, imposé dans le traité de Lisbonne, mais cette fois-ci, qui va donner l'autorisation de ratification ? Ce n'est pas le peuple une seconde fois. Je crois que trop de démocratie finalement finit par tuer la démocratie européenne, ce qui est là aussi un vrai sujet au passage. Mais ce sont les parlementaires, députés et sénateurs, qui vont donner l'autorisation à Nicolas Sarkozy de ratifier le traité de Lisbonne. Donc il est contesté de ce point de vue-là. C'est-à-dire que on n'a pas voulu sur sa légitimité. On ne veut pas la Constitution, le peuple refuse, mais quand même vous l'aurez. Mais ça s'appelle le traité de Lisbonne. Et ça, ce sont les politiques qui nous l'imposent. Donc de ce point de vue-là, il y a une vraie question. Peut-être un autre sujet de contestation, alors peut-être plus objectif, je pense, c'est son contenu au traité de Lisbonne. Puisque, au regard de ce que je viens de préciser à l'instant, ce traité de Lisbonne, qui est en fait la Constitution européenne en très grande partie, il faut se souvenir que le projet de Constitution européenne a été lancé fin 2001, début 2002. Ça commence à dater. Ça commence à dater. Donc le traité de Lisbonne, c'est quoi ? C'est un traité qui a pratiquement une quinzaine d'années. Et dans le cycle de l'Union européenne, 15 ans, c'est très long. C'est long, hein ? C'est très long. Oui. Et donc le traité de Lisbonne, au fond, a été pensé, conçu à un moment où on ne connaissait pas la crise économique, où il y avait une croissance économique relativement forte. La crise des subprimes n'était pas intervenue, la crise grecque n'était pas intervenue, la crise des dettes souveraines des États n'était pas là, oui. et puis la crise migratoire, qui a quand même secoué terriblement l'Union, et qui continue de secouer l'Union européenne, n'était absolument pas visible ou prévisible. Et donc on a une espèce de déconnexion, c'est-à-dire un traité de Lisbonne au contenu juridique et avec une vision, une conception institutionnelle bien particulière, mais qui est au fond anachronique, qui n'est plus adapté peut-être aux réalités du temps. Et c'est cela dont il faut sans doute parler, et peut-être que le Brexit, dont on reparlera plus tard, constitue peut-être un signal qui nous indique peut-être que ce traité de Lisbonne n'est plus à la hauteur des enjeux de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire que le traité est au bout du rouleau ? Alors, moi, j'aurais tendance à le penser, mais là, le sujet devient évidemment très glissant parce que nous avons, au fond, 2 conceptions que l'on connaît bien, 2 approches possibles. Une approche très contestataire qui consiste à dire que de toute façon, quoi qu'on fasse dans le cadre de l'Union européenne, tous ces traités sont bons à jeter parce que ce n'est pas de cette Europe-là que l'on veut. Et donc le traité de Lisbonne, lui, est au bout du rouleau, comme vous le dites. Ou alors, on peut avoir une option beaucoup plus fédérative, beaucoup plus intégrative. Et sur ce point, le traité de Lisbonne doit sans doute être révisé sur de nombreux points, c'est-à-dire que si l'Union européenne veut continuer à se consolider, à se constituer, il faudra réviser de nombreux points. Alors, est-ce qu'il faudra adopter un nouveau traité, faire table rase du précédent ? Je pense que ce serait difficile, mais en tout cas, adopter un traité modificatif, comme on dit, donc une sorte de traité de Lisbonne 2, qui procéderait à la mise en place de nouvelles politiques, de nouveaux dispositifs d'intégration, mais sans doute pas
28. Bon, déjà, le cas du Brexit, Oui, donc on sera à 27, oui. mais il n'est pas exclu que le nouveau traité, s'il vient un jour, ce sera assez difficile politiquement à le vendre en France et en Allemagne notamment, mais surtout en France, que ce soit un traité avec un format beaucoup plus restreint, c'est-à-dire avec une poignée d'États, 7, 8, ça reste évidemment à définir. Même pas l'ensemble de l'Eurogroupe. Non, c'est pas. Là, c'est un vrai sujet aussi, parce que dans la zone Eurogroupe, dans les 19 États, il y a quand même de fortes disparités. Donc là, il faudrait savoir quel serait le dimensionnement de ce nouveau traité. Quel serait le dimensionnement ? Parce que la question de l'euro doit être jumelée et même devenir indétachable de la question de l'intégration budgétaire, c'est-à-dire des politiques d'encadrement très fortes des budgets des États. Et là, je ne sais pas si tous les États de la zone euro sont prêts à monter d'un cran et à entrer dans un processus de communautarisation à ce point élevé. Alors, juste pour finir, est-ce que dans ce traité de Lisbonne, il y a un élément positif, particulièrement positif quand même qu'on peut retenir sur ce traité ? Est-ce que dans un domaine, il y a quelque chose forcément. À garder ? Oui, mais bon, c'est toujours la même chose. Tout dépend comment on perçoit le verre, est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide. Quoi qu'on dise, l'Union européenne, en dépit de l'épisode Brexit, se tient. L'Union européenne arrive malgré tout à fonctionner en dépit de crises politiques extrêmement violentes. Et on a tendance un petit peu à surfocaliser sur ces moments de crispation qui ne sont pas négligés. Mais il faut bien voir que tout le droit de l'Union européenne, toutes les politiques européennes fonctionnent. Ça marche quand même. Ça marche. Alors on peut avoir des jugements très critiques sur telle ou telle politique, évidemment. Et il ne faut pas oublier aussi que le traité de Lisbonne est quand même celui qui a le plus participé au processus de démocratisation de l'Union européenne, qui est un sujet qui n'est plus du tout abordé aujourd'hui, et on est même parfois à lancer quelques contre-vérités en expliquant que l'Union européenne n'est absolument pas démocratique, ce qui est sur ce point extrêmement contestable et qui doit être critiqué parce que l'argument n'est pas fondé. On reviendra là-dessus dans une prochaine émission. Merci beaucoup Pierre-Yves Mongeral et à très bientôt.